La question des sources de financement de la campagne électorale à la une de ce 13h du 3 décembre. D'où proviennent les sommes que les partis politiques ont utilisées pour la campagne? Ont-elles été légalement obtenues? La réponse dans quelques instants. Et puis bientôt 8 mois que les chauffeurs routiers des cars passagers sont au chômage. Dans leur peine et difficulté à joindre les deux bouts, ils plaident pour la réouverture des frontières. Merci de nous rejoindre. Bonjour à vous. Affaire Charbonfin, les différentes parties concernées ont eu une rencontre hier au palais de justice de Ouagadougou. Pour l'expert en métallurgie dans ce dossier, Joël Ilboudo, il s'est agi au cours de cette rencontre d'informer les différentes parties de la stratégie à mettre en place pour envoyer les échantillons dans les laboratoires pour la caractérisation. On l'écoute au micro de Maxime Jean-Eudes Bambara. L'objet de cette réunion, il s'agit de passer un certain nombre d'informations aux différentes parties par rapport à la suite à donner à l'expertise. Vous savez très bien qu'il y avait plusieurs étapes. Donc l'état des lieux, l'échantillonnage. Donc toutes ces étapes ont été complétées et nous sommes en train de nous préparer pour envoyer les échantillons dans les différents laboratoires pour les caractérisations. Donc il s'agit maintenant d'informer les parties de la stratégie et de comment cette partie-là va être organisée. Donc principalement c'était l'information qui a été passée ce soir. Il y a un laboratoire qui a été désigné, donc le laboratoire de Caen en France. Donc compte tenu du contexte de Covid et autres, on est en train de s'organiser pour pouvoir expédier les échantillons. Une fois que les échantillons sont envoyés, le laboratoire pourra maintenant établir un chronogramme pour faire une mise à jour par rapport au temps que ça va prendre. Oui, c'est vrai. Notre mission, on nous avait désigné pour 3 mois. Les 3 mois là sont expirés. Il y a une ordonnance qui a prolongé effectivement le mandat des experts de 3 autres mois. Donc, en fonction de l'évolution du travail, le tribunal jugera donc de la nécessité de prolonger le mandat des experts ou pas. Le retard, je peux dire qu'à l'étape actuelle là, il n'y a pas une raison spécifique parce que l'échantillonnage a pris beaucoup plus de temps que prévu. On a pris plus d'1 mois pour faire cette étape-là. Et quand l'échantillonnage est fini, il fallait maintenant s'organiser pour pouvoir envoyer les échantillons, comme je l'ai dit préalablement. Et c'est cette étape-là justement qui est en train d'être mise en place. Effectivement, nous avons entendu dans la presse qu'il y a une pression. Moi particulièrement, je n'ai pas reçu de pression et je n'ai pas de nouvelles ou d'une information, d'une pression quelconque par rapport à l'expertise. Je peux souligner une difficulté du fait qu'on a produit beaucoup d'échantillons. On a produit, disons, plus de 2000 échantillons. Et ça, c'est l'une des difficultés parce que le labo va prendre beaucoup de temps pour pouvoir les analyser, vu ce grand nombre d'échantillons. D'où proviennent les financements de la campagne électorale? Après les votes, l'heure est propice pour répondre à la question de savoir quelles sont les dispositions légales qui encadrent le financement de la campagne électorale au Burkina Faso. Eh bien, nous nous sommes entretenus avec les institutions qui interviennent sur la question en vue de trouver des éléments de réponse. Un exercice mené par Sanata Siré pour vous. Pour aller à la conquête de l'électorat en période de campagne, les différents candidats et partis politiques doivent faire face à des dépenses, notamment les frais de communication et de publicité, la location des locaux, les frais de matériel et bien d'autres. Des sommes importantes sont donc investies par les partis politiques dans ce sens. Selon l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, l'ASELC, les candidats disposent de 2 sources de financement, à savoir le financement privé et l'aide publique de l'État. Il y a le financement qui est donné aux partis politiques et aux candidats aux élections présidentielles et législatives. Et ce financement public-là doit faire l'objet d'un compte-rendu à la Cour des comptes. Mais ce financement public est insuffisant. Et le problème que nous avons au Burkina Faso, c'est que la plus grande partie du financement des campagnes électorales vient du financement privé. Il y a le financement privé interne et le financement privé externe. Dans le financement privé interne, ce sont les cotisations des militants et les dons des personnes
ou des structures aux partis politiques. Ce qui est déplorable, selon le contrôleur général d'État, c'est qu'aucune réglementation n'encadre le financement de la campagne dans le pays. Il ajoute également qu'il existe un vide juridique pour le financement privé de la campagne électorale au Burkina Faso. Au Burkina Faso, il n'y a pas de réglementation qui encadre le financement privé, qu'il soit interne ou externe. Et c'est dangereux dans la mesure où on permet à ce que des structures, des personnes morales puissent financer des partis politiques. Et ça, c'est un danger. Un danger dans la mesure où ça peut conduire à ce qu'on appelle la plutocratie. On entend souvent beaucoup de partis politiques qui disent « Nous avons été aidés par nos amis ». Quels sont ces amis? Combien ils ont donné? Et est-ce que cet argent-là n'est pas de l'argent sale, venant soit du trafic de stupéfiants, venant du crime, etc. En situation qui peut, selon le contrôleur général d'État, favoriser la corruption électorale. Et pour limiter donc ce phénomène, il préconise une restauration de l'encadrement du financement privé et le plafonnement des dépenses de la campagne électorale. Ces corruptions électorales, selon le coordonnateur du Centre de formation et d'études sur le budget, peuvent avoir des effets néfastes sur le pays. La corruption électorale, c'est véritablement un cancer pour ce pays, ou du moins pour nos démocraties, que ce soit au Burkina ou en Afrique. Et donc, ensemble, nous devons nous battre pour qu'on boute hors de notre processus démocratique ce phénomène. Il faut forcément, rapidement, qu'ensemble, de façon technique, on regarde comment baliser le terrain, mettre en place certains textes pour encadrer le financement privé. À en croire Léopold Kohon, l'UEMOA, à travers la société civile, est en train de procéder à la mise en œuvre d'un mécanisme de traçabilité des flux financiers illicites pour garantir un contrôle des sources de financement des partis politiques. C'est des domaines assez nouveaux, assez émergents, pour cerner, voir comment on peut remonter à partir des revenus ou des chiffres d'affaires d'une entreprise et les dispatching dans l'économie normale du pays pour voir s'il y a des sources illicites, s'il y a des dispatching qui ne sont pas licites et régulés au regard de la loi. Donc ce mécanisme, c'est tout un travail de fond que nous sommes à... Et ce mécanisme nous permettra aussi peut-être de faire une extrapolation sur les sources de financement des différents candidats. Ce problème de financement, c'est encore aussi ça qui donne l'occasion à des professionnels, à des individus de s'installer durablement comme profession dans la politique. Cette année, ce sont au total 280 millions de francs CFA que l'État a octroyé aux 13 candidats à la présidentielle, soit plus de 21 millions de francs CFA par candidat. Une subvention largement en deçà des dépenses de certains candidats durant les 21 jours de campagne électorale. À l'heure du bilan du double scrutin, la question du financement des partis politiques en période électorale mérite donc d'être au cœur des débats. Voilà 8 mois que les chauffeurs routiers des cars passagers au Burkina Faso sont au chômage. Un chômage à contre-gré qui les plonge dans une situation financière assez difficile. Leur vœu le plus ardent est que les chefs d'État de l'espace CEDEAO et UEMOA procèdent à la réouverture des frontières pour leur permettre d'aller à la recherche de leur gagne-pain. Un cri de cœur qu'ils ont laissé d'ailleurs entendre ce 2 décembre au micro de Michael Tougri. Les chauffeurs routiers des cars passagers continuent de subir les conséquences de la fermeture des frontières terrestres due à la pandémie du Covid-19. Selon les chiffres donnés par Brahima Rabo, 1600 chauffeurs et 69 compagnies au Burkina Faso sont directement impactés par cette fermeture des frontières terrestres. Au Burkina Faso, cela fait 8 mois que les chauffeurs routiers des cars passagers exerçant sur les lignes internationales sont toujours au chômage. Beaucoup de compagnies ont marqué l'arrêt. Voilà, et que les chauffeurs, les apprentis, les convoyeurs sont en chômage. Je pourrais quand même vous témoigner que depuis lors, même à la reprise au niveau des scolarités, beaucoup n'ont pas pu même payer la scolarité de leurs enfants. Ils n'ont plus de salaire, ils sont laissés à eux-mêmes. Et vraiment, c'est toute une tristesse à notre niveau.
Pour Brahima Rabo, les démarches sont entreprises auprès des chefs d'État de l'UEMOA et de la CEDEAO pour la réouverture des frontières terrestres. Et les actions engagées s'inscrivent dans le cadre d'un plaidoyer. Il faut, selon le président de l'Union des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, UCAO, que les chefs d'État se penchent sur la reprise des activités dans le domaine du transport des cars passagers fortement impactés par la pandémie du Covid-19. Chaque pays a reçu la lettre et je pense que ces lettres sont transmises à tous les États, à tous les chefs d'État, et que même au niveau de l'UEMOA, nous les avons transmis et on a eu même une rencontre. Et au niveau de la CEDEAO, nous les avons rencontrés aussi. Et je pense que la question est bel et bien posée. C'est un traitement. Et je pourrais vous dire que jusqu'à nos jours où nous parlions, aucun chauffeur n'a été déclaré atteint du Covid-19. Mais nous partons dans tous les pays comme il se doit. Donc nous pouvons aussi espérer qu'au niveau des cars passagers, un grand travail peut être fait pour quand même permettre à nos chers camarades et au niveau des cars passagers de pouvoir franchir les frontières. Dans l'espace CEDEAO et UEMOA, seul le Mali a effectivement rouvert ses frontières terrestres le 21 août dernier. Une décision prise par la junte au pouvoir. Le regard de l'Union des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest est désormais tourné vers les chefs d'État de la sous-région ouest africaine. Eux sont remontés contre leur administration et ils ont tenu un mouvement d'humeur hier 2 décembre devant leur école pour le prouver. Les étudiants de l'École nationale de santé publique dénoncent la suspension de leurs activités académiques. Des échanges avec les responsables de l'administration ont eu lieu sur place et un compromis semble être trouvé. Ces derniers ont promis de trouver des solutions pour la reprise des activités. Abdourahim Nienye. Des élèves de l'École nationale de santé publique très remontés contre la direction de leur école. Pour cause, depuis 2 semaines, les élèves de la filière anesthésie ont été renvoyés de leur lieu de stage sans aucune raison selon ces derniers. Le véritable problème pour eux, c'est le manque de volonté de l'administration à trouver des solutions à leur situation. Nos camarades de la filière anesthésie ne sont pas reçus sur les terrains de stage, alors que le stage est programmé par notre direction, par les coordonnateurs de la direction, mais on ne les reçoit pas, on ne les accepte pas sur les terrains de stage. Maintenant, nous avons remonté le travail et le problème à la direction générale, à la direction de la formation supérieure en sciences de la santé d'abord, mais eux aussi, ils ont dit qu'ils vont transmettre le problème à la direction générale, qui n'était pas habilitée à résoudre ce problème. Maintenant, nous sommes venus ce matin pour demander à la direction générale, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'ils sont au courant de la situation que nos camarades sont refusés sur les terrains de stage et comment est-ce qu'ils essaient de résoudre ce problème-là? Après un bras de fer entre élèves et quelques responsables de l'administration, les manifestants sont reçus par le directeur études et stages. Ce dernier dit ignorer également les raisons de cette situation, mais soutient qu'une solution sera trouvée dans un bref délai. En réalité, nous n'avons pas encore d'éléments précis qui justifieraient ce refus dans les sites de stage. Donc, ce que l'administration a déjà entrepris comme démarche, c'est de rentrer en contact avec les différents responsables des hôpitaux pour bien sûr qu'on s'entretienne et voir quel est le problème profond et que trouver très rapidement des solutions qui vont permettre bien sûr à nos stagiaires de reprendre le cours normal de leur activité pédagogique. Donc, entendez par là leur stage. Quant aux élèves, l'espoir est permis, mais ils émettent quand même des doutes. Ceux-là qui nous ont reçus ce matin, ils nous ont fait comprendre seulement que le problème suit son cours, qu'ils sont au courant du problème, ça suit son cours, que le conseil d'administration s'était saisi du problème, qu'également le ministère de la Santé s'est saisi du problème. Et maintenant, la question que nous nous posons aussi, si toutes ces structures se sont saisies de ce problème et que jusqu'à présent, il n'y a pas de dénouement, est-ce que vraiment ils mesurent l'ampleur de ce problème? Il faut dire qu'on peut dire qu'on n'est pas satisfait jusque-là, mais ce que nous avons proposé, nous sommes là et ils nous ont fait comprendre que c'est le directeur général qui pouvait vraiment nous situer davantage par rapport à ce problème. Et nous sommes là, nous l'attendons.
Et si d'ici le soir il n'est pas là, demain matin nous serons là. Les étudiants comptent rencontrer le directeur général de l'école dans les heures à venir. Ce sont au total 49 élèves qui sont confrontés à ce problème et bénéficient de la solidarité de leurs camarades d'autres filières. Donc au total, plus de 300 apprenants mobilisés pour trouver des solutions aux problèmes qui minent cette école de santé. Session d'information et de formation pour les agents des structures centrales et déconcentrées sur les réformes et outils modernes de gestion. Première du genre, elle regroupe 4 sessions de formation qui visent à renforcer les capacités de 142 agents du ministère en charge de la fonction publique. Ces 4 sessions se feront du 2 au 19 décembre prochain. Salata Siri. 42 agents du ministère de la fonction publique prennent part à cette première session d'information et de formation sur les réformes et outils modernes de gestion. Il s'agira au cours de cet atelier de partager non seulement avec eux les réformes engagées par le ministère depuis l'an dernier, mais aussi les outils modernes de gestion développés par le secrétariat permanent de la modernisation de l'administration courant l'année 2020. Dans un monde où les outils de travail sont en constante évolution et les réponses aux problèmes d'une grande complexité, la modernisation continue des administrations est un impératif qui implique une constante mise à niveau des agents. De nos jours, des évolutions sociales, techniques et technologiques font de la ressource humaine le socle d'un développement social harmonieux, durable et auto-entretenu. Dès lors, la qualité de toute production sociale reste liée au degré de compétence et d'organisation du capital humain. Les participants auront droit au cours de ce rendez-vous d'échange et de partage d'expériences à des communications notamment sur les progrès du processus de développement dans la fonction publique et également sur les outils modernes de gestion. On commencera déjà par une communication pour les imprégner de tout ce qui a été entrepris comme réforme au sein du ministère de la fonction publique, notamment les réformes sur la gestion des actes de carrière, les réformes également en matière de recrutement. Donc ça, ce sera la présentation introductive. Ensuite, on va échanger avec eux sur un dispositif que nous avons mis en place qui permet aujourd'hui d'évaluer la performance des structures administratives. Donc c'est une performance qui doit être, en fait, c'est un dispositif qui est pris en charge par chaque ministère et un rapport global qui est élaboré au sein du ministère de la fonction publique et transmis au Premier ministre. Le deuxième outil, il y a un dispositif également qui a été développé et qui sera bientôt mis en vigueur. C'est le dispositif qui devrait permettre aux usagers de se plaindre et de faire des suggestions à l'administration publique. À terme, ce sont au total 142 agents qui vont bénéficier de ces sessions de formation et d'information. Et c'est une série de 4 sessions qui va se dérouler du 2 au 19 décembre 2020. Ces participants sont issus des structures déconcentrées des directions régionales de la fonction publique, des directions régionales du travail et des structures centrales du ministère en charge de la fonction publique. L'heure est au bilan à Canal Plus Burkina. Qu'est-ce qui était au programme des activités de Canal Plus Burkina courant 2020 et qu'est-ce qui a pu être fait? La réponse a été donnée hier par les premiers responsables de l'entreprise face aux agents et à la presse. Une conférence de presse qui a été également l'occasion pour Canal Plus Burkina de présenter ses offres de fin d'année et de faire le point des perspectives pour l'année 2021. Les détails avec Denise Zida et Loubaki Mamidriana Kamabou. En 2021, une part belle sera faite aux productions burkinabè dans les offres de Canal Plus Burkina. C'est ce qu'affirme son directeur général Aimé Makouta lors de cette conférence de presse. Canal Plus, qui se veut également une entreprise citoyenne à l'écoute de ses clients, met un point d'honneur à la satisfaction de préoccupations de ces derniers. Et selon le premier responsable de la structure, des efforts sont fournis chaque jour pour améliorer la qualité des offres, aussi bien en termes de contenu, mais également en termes d'installation technique. Les clients vont s'attendre à ce qu'on continue à investir dans l'amélioration de la qualité de ce que nous proposons. Et quand je parle de qualité ici, je parle de qualité technique, comme je l'ai indiqué. On va continuer à investir dans tout ce qui est décodeur, dans tout ce qui est capacité de transport du signal, mais aussi dans la qualité de nos programmes. Et c'est pour ça que Canal Plus Burkina souhaite qu'il y ait plus de programmation
burkinabés sur nos chaînes. Et voilà pourquoi nous nous engageons avec le gouvernement, avec les autorités en tout cas qui régissent le secteur de l'audiovisuel pour mettre cette plateforme en place pour pouvoir commencer à produire et donner du contenu burkinabé. Canal Plus Burkina, en partenariat avec l'entreprise Koto, veut donner l'accès à l'énergie à travers des kits solaires et à la télévision à des milliers de foyers dans les localités rurales et périurbaines. Cette rencontre avec les hommes des médias a été aussi l'occasion pour le premier responsable de Canal Plus Burkina de présenter les offres de fin d'année pour accompagner les fêtes qui s'annoncent. Aujourd'hui, ce qu'on a voulu aussi annoncer, c'est qu'il y a une accélération sur cette campagne. C'est de se dire que le décodeur passe à 5 000 francs. Donc à partir de 12 000 francs, comme m'a dit mon collègue, vous avez le décodeur, vous avez un abonnement, vous avez une installation. Donc c'est le cadeau qu'on souhaite faire à nos abonnés, en tout cas ceux qui viennent qui veulent nous rejoindre. Mais en même temps, donc vous avez vu qu'il y a la semaine généreuse qui donne des bonus, des chaînes en plus. Voilà les deux cadeaux que l'on donne et aux nouveaux qui nous rejoignent et aux anciens qui sont avec nous pour les remercier pour leur fidélité. Et je répète, pour nos clients VIP, il y a cette installation ou cette révision gratuite et des accessoires que l'on peut changer gratuitement. Canal Plus Burkina a dressé le bilan des activités menées au cours de l'année 2020. Malgré les difficultés rencontrées, l'année a été bonne, soulignent les premiers responsables. Et avec l'avènement de la pandémie du Covid-19 qui a impacté l'année, Canal Plus a été toujours plus proche de ses clients. Plusieurs activités ont été menées pour permettre aux abonnés de mieux vivre la situation. L'entreprise a manifesté sa solidarité envers les personnes touchées en faisant des dons de diverses natures à différentes structures. Elle a également offert l'accès gratuit à certaines chaînes pour permettre aux clients de mieux vivre le confinement. Dans la page culture de ce journal, on parle d'une sortie discographique. Il s'agit du deuxième album du collectif Consonnes et Voyelles. Ce nouvel album, baptisé Black Vanilla, est composé de 12 titres et prône l'amour, le vivre ensemble, la dénonciation, l'engagement, mais aussi participe à meubler les consciences. Black Vanilla est composé de reggae, afrobeat, rock et plein d'autres styles rythmiques. Raketa Bilgo, Yolande Ilboudo et Samira Touedraogo nous font revivre cette cérémonie dédicace. Consonnes et Voyelles est un collectif créé en 2012 par 4 artistes slameurs burkinabés. Malheureusement, le 30 avril 2018, le groupe est frappé par un drame, la perte de Hamidou Valiant, un des leurs. Le 1er décembre 2020, le collectif revient avec un nouvel album baptisé Black Vanilla, en hommage à leur frère et ami regretté Hamidou Valiant, alias Black Vanilla, d'où le titre de l'album. Ce nouvel album traite des sujets tels que la politique, la société, l'amour, le vivre ensemble et prône la prise de conscience, l'engagement, la dénonciation des mots. Monsieur le Président, Monsieur le Président, où en est-on avec la corruption, la réduction du train de vie de l'État? Le gouvernement nous appelle à des sacrifices. Ce n'est pas un album, pour nous, c'est une promesse. C'est une promesse qu'on s'était fait, c'est une promesse que l'on a tenue aujourd'hui grâce à tous ceux qui nous ont soutenus, à qui on dit merci. Pour nous, c'est bien plus et nous avons tenu cette promesse-là à Valiant. Mais aussi, il y a de l'artistique. Dans cet album, il y a une diversité de thématiques, aussi bien politiques, sociétales. Nous avons des thématiques que nous abordons. Parce que pour nous, le slam aussi, c'est ça. Le slam, c'est de faire passer un message avec notre arme qui est la poésie, de pouvoir apporter notre pierre au développement de notre pays, au développement humain et économique de notre monde, avec notre contribution en tant qu'artiste. Donc, pour nous, c'est une fierté ce soir de pouvoir mettre sur le marché du disque un nouvel album, non seulement en hommage à notre regretté frère, mais aussi pour le bien et le paysage culturel du Burkina Faso. Cet album de 12 titres est composé de plusieurs styles rythmiques, à savoir le reggae, l'afrobeat, le blues, le rock, l'acapella. Entièrement enregistré en live à Hop Music, Consonnes et Voyelles est en featuring sur les titres Monsieur le Président, L'odeur du kérosène et Plume calcinée respectivement, avec Dabros, Claire Tipi, Damo Diabaté. Le groupe se veut la voix du peuple et de la population opprimée. Ils abordent dans cet album la question du CFA, de la sécurité routière,
du tabagisme et met un point d'honneur à la femme, symbole de douceur selon le groupe. On fait du slam, ça veut dire que ce sont des poèmes qu'on écrit, que l'on déclame. Sauf que la particularité qu'on essaie d'apporter, c'est qu'on crée, on le fait sur fond musical, sans vraiment se donner de limites. Quant au rythme que l'on choisit, c'est le texte qui généralement nous guide, ou souvent avec les musiciens on se dit, ben voilà, ce texte c'est bien sûr du blues, ce texte c'est bien sûr du jazz, ou sur du rock, ou sur du reggae. On ne se donne pas de limites. On ne se donne pas aussi de limites quant à la langue. C'est vrai qu'on écrit principalement en français, mais aussi il nous arrive, et pour nous il est bien dommage, on aurait bien aimé pouvoir le faire beaucoup plus, mais c'est en cours. Il y a aussi des langues comme le moré qui est notre langue, il y a le djoula, qui se retrouve aussi dans cet album pour pouvoir encore toucher plus de monde avec notre message. Rappelons que Black Vanilla est le deuxième album du groupe. Riche en mots de sens et d'authenticité, il est composé des titres tels que Le Minier, Mon art de vivre, Douceur du visage, Indépendance blabla, Dire à bout portant. Le collectif Consonne et Voyelle ne compte pas s'arrêter à un si bon chemin et compte occuper les grandes scènes en mémoire de leur ami Amidou Valiant. Consonne, faut-il le signifier, renferme l'idée de dénoncer, apprécier, déranger, reconforter et voyelle, celle de l'image, des colombes que l'artiste envoie, la voix qui porte loin, la voix libre. La star de la musique malienne Salif Keita est arrivée en fin de matinée d'hier au Burkina. Présent dans le cadre de 2 concerts pour lever des fonds afin de soutenir l'élan de réhabilitation de la maternité Gimbi Ouattara, la star de la musique mandingue se dit heureux d'être au Burkina après une longue absence. Serge Bado. Après 20 ans d'absence au pays des hommes intègres, la star de la musique mandingue Salif Keita foule le sol burkinabé. Présent dans le cadre de 2 concerts pour lever des fonds pour équiper la maternité Gimbi Ouattara. Une action noble selon Salif Keita. Et si on vient au secours des choses comme ça, ça prouve que nous sommes unis d'abord et que notre existence a une signification, a une cause. Et c'est très bien. Mais j'aimerais bien que tout le monde s'unisse autour de l'organisateur et des organisateurs et que tout le monde se joigne à nous pour nous aider à sensibiliser le monde pour cette bonne cause. Pour le promoteur Yacouba Kassamba, la star malienne étant présente au Burkina, il invite la population à soutenir cette action en participant au dîner gala et au concert. Ça fait quelques semaines que nous avons annoncé, les spots passent sur toutes les chaînes, télé, radio, on en parle. Aujourd'hui, Salif est là. En personne. Ça veut dire que l'événement aura bel et bien lieu, s'il plaît à Dieu, au CIAO, le vendredi 4 et au stade Wobi de Bobo Dioulasso le samedi 5. Il faut dire que c'est des concerts live. Voilà, il promet de faire un grand show. En rappel, Salif Keita est présent au Burkina Faso pour 2 concerts. Le premier prévu le 4 décembre prochain au CIAO et le second le 5 décembre au stade Wobi de Bobo Dioulasso. On s'arrête là pour ce journal de la mi-journée sur Trui TV. Excellente suite de programmes sur la télévision interactive. À demain.